Les Cascodeurs Podcast, épisode 319. Le ramasse-miettes de Charogne. Enregistré le 13 décembre 2024. Bonjour et bienvenue dans les Cascodeurs en streaming et en live. Putain, mais c'est trop moderne, on se C'est croirait trop au moderne. 21e siècle peut-être. Ouais, au moins. Et on a deux personnes au moins. Il y a Stéphane et Fanny qui nous font des petits coucous, donc merci. Alors nous on débute, donc vous allez voir, on va faire tout mal, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Écoute, ça va Guillaume? Bon, je suis avec Guillaume, comme vous pouvez le voir visuellement pour ceux qui regardent la vidéo. En plus, c'est bien, c'est écrit, donc on va pas Voilà, confondre Guillaume et Emmanuel, c'est bien. exactement. Euh, on va de temps en temps avoir peut-être des petites pauses parce que du coup, ça sera pas monté. Puis surtout, on joue un peu avec l'interface. Et du coup, bah, c'est un peu l'aventure pour nous. Voilà. Sinon, écoute, on a un épisode carrément sacrément Pas mal de plein même. Je sais choses. pas Ouais, si toi, tu as ce sentiment. Alors attends, c'est d'ailleurs, assez long. si je Voilà. retrouve les On notes, va ça voir ce sera pas qu'on arrive mal. à... Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les Ah, langages. regarde. Et donc, Ouais, Go qui fête son 15e anniversaire. Qui l'eût absolument. cru? Ouais, Ben, c'est déjà on l'a vu 15 ans. grandir, on l'a vu naître, ce petit. Hein, ça, on Et peut oui, dire et ça ouais, quand même. Ouais. ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on a du coup dans dans les dernières versions? Correction de gotcha dans les for loops, en particulier notamment les variables dont le scope était au niveau de la boucle. Ouais, c'est-à-dire que en Java, tout ce qui est dans les accolades, en fait, est local à une itération de la boucle, et puis après, la variable, elle est redéfinie. Et c'était Ouais, pas le cas en Go. ouais, Et c'était un Python ils avaient fait ce choix-là, peut-être pas forcément exprès. Et puis à un moment, les gens se posaient la question, mais ça avait déjà été shippé, donc il a dit laissons faire. Et puis voilà, maintenant ils sont revenus en avant. D'ailleurs, grâce à ce qu'on va parler juste après, c'est-à-dire la gestion des versions et une construction un peu plus solide de leur stack de gestion des versions minimales, des modules, etc., c'est marrant, mais ça ne date que de 2023, ce truc-là. ah ouais, Ouah. ouais, c'est assez récent. Bah après, c'est peut-être aussi parce que, enfin, dans l'histoire de Go chez Google, qui est très monorepo, les modules, etc., le versionning, c'était moins important. Ouais, Vu que tout est toujours sur master, quoi. ouais, Du coup, c'était pas forcément un sujet sur lequel ils ont énormément insisté dès le début, en tout cas. ouais, Donc après, avec l'utilisation dans l'entreprise par les développeurs et tout, ça devient quand même nécessaire, fatalement. C'est c'est ça. voilà ce que je me comprends. Ouais. Et Et qu'est-ce puis, qu'on a d'autre? bah, Opt-in télémétrie aussi. ouais, c'est ça. Pareil, on en a parlé un petit peu pour qu'ils sachent un petit peu comment utiliser Go. Voilà. Allez, ensuite, on va parler d'un article de mon ex-collègue Gunnar Morling qui justement explique, enfin pas justement d'ailleurs, mais qui explique comment compiler OpenJDK. Enfin, moi, je sais que j'avais l'impression de me dire, ouh là là, ça va être compliqué tout ça. Mais pourquoi? Voilà. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Et en fait, bah, quand vous allez regarder, je scroll, il n'y a pas tant de choses à faire. Donc, juste, faut trouver le bon La bonne commande. ouais, le bon compilateur qui va bien, en tout cas sous Mac, parce que c'est pas celui qui marche par défaut. Mm. Ils sont toujours un peu à la bourre Apple là-dessus. Donc voilà un petit article si vous voulez vous lancer à Noël hein, pour compiler vous-même votre propre JDK, voilà, et de créer un Pourquoi pas? empire. Et ben vous Mais justement, tu vois n'hésitez pas. pourquoi est-ce qu'il avait eu un besoin particulier ou c'était juste par curiosité Je crois que qu'il c'est s'amuse par à faire ça? curiosité. D'accord. Ouais, il fait beaucoup de choses par curiosité, ouais. D'accord. Et puis j'ai vu un Mais la article. curiosité n'est pas un vilain défaut, hein. Loin s'en Non, faut. non, non. Et j'ai vu un article que j'ai trouvé intéressant. Alors, c'est un papier de recherche, donc on n'en est pas encore là, mais sur une nouvelle approche de garbage collector qui
qui est fait, donc une université et les gens de Oracle pour les aider, ou en tout cas la JVM et le support sur lequel ils ont exploré les choses. Et en fait, ce qu'ils voulaient déprouver, c'est qu'en fait, on a cette idée de quand les objets ne sont plus accessibles, ça correspond au fait que l'objet n'est plus vivant, c'est-à-dire qu'il sera plus utilisé par le programme. Donc ça, évidemment, dans ce sens-là, c'est vrai, mais est-ce que tout objet qui n'est plus vivant, c'est-à-dire qui ne sera plus utilisé par le programme, est forcément un objet qui n'est plus atteignable? Et bien ça, c'est pas forcément le cas. Ils voulaient justement prouver qu'il y avait des zombies. Ouais, enfin des choses qui sont accessibles, mais on sait ou on sait pas, mais dans le futur, on saura que en fait, on n'en a jamais eu besoin de cet objet. Et donc, ils ont fait ça. Ah oui, et ce qui se passe, un petit rappel, c'est que souvent maintenant, les garbage collectors, ils sont en zone. Et les zones, en fait, on n'efface pas des morceaux de la mémoire de cette zone, mais on enlève une zone entière en disant maintenant, elle est disponible. Et ce qui se passe, c'est que les zones, elles ont des générations, donc beaucoup d'objets jeunes qui sont là. Et puis à un moment, on fait justement se regarder tous les objets qui sont encore accessibles, et notamment et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui sont accessibles, on les bouge dans une autre zone pour pouvoir effacer après tout ce qui reste, puisqu'ils ne sont plus accessibles. On peut effacer cet espace mémoire en entier. Et donc, il y a un coût à bouger ces objets, évidemment. Et donc, il y a une approche qui est ce qu'ils appellent c'est le Mark. Comment ça s'appelle déjà? Mark Evacuate. Mark Evaluate. Ils appellent ça Mark Evacuate. Eux, il y a une phase de marquage où on fait juste le marquage et après, on a une autre phase. La chasse. Où on tire la chasse. Merci de cette belle image. De merde. Ouais, de cette belle image pour justement effacer les objets. Et du coup, il y a un temps pendant lequel finalement, il se peut que d'autres objets soient marqués, ne soient plus accessibles. Mais en fait, comme on a fait le marque il y a un certain temps, ça se trouve c'est pas efficace. En fait, c'était leur hypothèse. Il y a une autre approche qui s'appelle le scavenging, donc je ne sais même pas comment dire en français, je sais pas, charognage, charognage. Ouais. Qui justement le fait direct. C'est-à-dire que dès qu'ils voient un objet qui est vivant, ils le bougent tout de suite. Et puis, voilà, il reste plus que les morts et après, ils effacent la mémoire. Donc, ils ont utilisé ZGC qui leur donnait plus d'infos au niveau de quels objets ont bougé, qui sont vivants et ont bougé inutilement. Et ils montrent effectivement un gros taux d'objets qu'on a dû bouger, qui au final, un cycle après, en fait, n'étaient plus utilisés. Donc, ils proposent un algo différent qui va dire, on va faire le marque et on va pas tirer la chasse tout de suite, on va attendre le prochain garbage collector pour tirer la chasse et vu qu'il y aura eu un deuxième marque, si ça se trouve, on va avoir du coup tous les objets ou beaucoup plus d'objets de cette mémoire-là pour les effacer. Donc ça, c'était de leur hypothèse et si je suis fort avec mes écrans, vous allez voir qu'au final, ça marche plutôt pas mal. Là, vous voyez, en bleu, c'est les objets qui, en fait, ont été copiés alors qu'il n'y en avait pas besoin dans le garbage collector classique. Et en vert, c'est ceux où, pareil, ça a été copié avec le garbage collector nouvelle génération. Et on voit qu'il y a beaucoup moins de vert, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'efficacité. Donc, peut-être dans on appelle ça, dans une JVM près de chez vous, en général, le garbage collector, ça m'aura un peu de temps, mais donc dans 5 ans, on va dire. Un truc comme ça. Et du coup, alors attends, qui c'est qui a écrit ce papier de recherche-là? Parce que c'est une équipe de... C'est le Uppsala University et les gens d'Oracle. Et Oracle, ok. Donc il y a des chances que ça vienne à un moment ou à un autre. Ouais, après, je sais pas si toi, tu as déjà été dans des projets de recherche. Non, mais je veux dire, si c'est moi qui avais fait... accompagnait. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est moi qui avais fait le GC, il y a moins de chances que Oracle l'intègre que si Oracle a participé. Ah ouais. C'est ça que je voulais surtout dire. Surtout si tu l'as fait au nom de Google. Donc là, il y a voilà. zéro chance. Encore pire. Ouais. Voilà. Oui, il parlait de 71% de réduction, c'est-à-dire de non-perte de CPU et d'objets copiés en l'occurrence. D'accord. Un autre petit article, j'ai aucune idée de pourquoi c'est dans les langages, ça devrait plutôt être dans le web ou dans la sécurité, mais bon, on va en parler maintenant vu qu'on y est. Pour ceux qui ont fait de l'OAuth 2, vous savez qu'il y a
et surtout de machine à machine. Il y a une notion de token, de rafraîchissement, et il y a la notion de token d'accès. Ce token d'accès, il a un temps de vie assez court, de quelques minutes à quelques heures en fonction. Et en fait, avant qu'il expire, je crois qu'il faut utiliser le token de rafraîchissement avec le token d'accès pour avoir un nouveau token d'accès plus frais, quoi. Et là, on se dit, mais pourquoi on s'embête la life à faire ça? Et donc, c'est un petit article qui explique justement ces logiques-là, de dire, bah, en fait, effectivement, ça complexifie le bout de code, mais ça simplifie la révocation. C'est-à-dire que vu que les tokens d'authentification, donc ceux d'accès, pardon, qui permettent effectivement d'accéder à vos données, ont des temps de vie courts, on peut juste les laisser expirer plutôt que d'avoir à avoir un mécanisme de révocation et d'appel out of bound pour vérifier s'il a été révoqué ou pas. Ce qui, on le sait par exemple pour les certificats de sites web, n'est juste jamais fait. En fait, il y a plein de... Mais quand on vous révoque un certificat web au sens classique du terme, en fait, il y a très peu de navigateurs qui vont honorer cette révocation. L'autre chose qu'il avait dit, c'est que le refresh token est souvent de machine à machine au sein du système, c'est-à-dire souvent un peu plus proche de votre cœur d'IT, alors que les tokens d'accès, ben, ils sont vraiment partout, dans le client du navigateur, partout. Donc en fait, la partie plus sensible est moins exposée à des attaques et moins passée entre toutes les mains. Il parlait oui, si on veut changer, donner plus de droits, moins de droits, c'est beaucoup plus dynamique puisqu'on a un access token qui est court, donc c'est le prochain qui aura les accès plus larges. Voilà, donc c'était pour ceux qui sont pas dans la sécurité tous les jours, ben, je trouve ça un petit article vraiment simple, super intéressant là-dessus. Voilà. Est-ce que tu as ton calendrier de l'Avent Et ben, cette année, j'en ai pas fait. Le seul calendrier de l'Avent que j'ai fait, enfin, en dilettante, c'est Advent of Code. Ouais. Mais j'avais vu effectivement passer le Java Advent Calendar. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait peut-être que je fasse un petit article, mais je pense que j'ai dû passer le... T'as passé la deadline. Bah, fais gaffe voilà. Au 25 décembre, après c'est mort. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je sais pas, là, j'imagine qu'ils ont déjà tous les articles déjà planifiés. Oui, donc, du coup, je sais pas. j'espère pour eux. En tout cas, là, J'espère. évidemment, il y en a 13, puisqu'on a eu le 13 décembre, je l'ai pas dit. L'épisode 319, si je l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Et puis, bah, je vais vous donner quelques sujets qui sont déjà sortis. Et puis, vous avez un certain nombre d'autres qui sont évidemment cachés en cours. Un truc autour de Backstage et Java. Un truc Plateforme engineering. autour de tout le travail sur l'intégrité de Java. Vous savez, on râle parce qu'ils enlèvent Unsafe, qu'ils rajoutent les modules et ceci et cela. Ils expliquent un peu les avantages et un peu les impacts sur l'écosystème et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en prévenir. Les gens qui connaissent Opta Planner, en fait, les gens sont partis, ont fait un fork qui s'appelle Timefold et c'est une petite startup qui marche plutôt bien. Et donc, il y a un petit article sur comment le Père Noël optimise sa distribution. Tour, voilà, sa distribution de cadeaux. Open Télémétrie via un agent Java versus Micrometer, qui est l'approche un peu, enfin même pas historique, mais l'approche qui était utilisée, enfin qui est encore utilisée d'ailleurs. Voilà. Et laquelle est mieux du coup? La personne argumente que il préfère en fait, Micrometer abstrayait les différents outils d'approche télémétrique, mais que Open Télémétrie devient un standard. Donc, pourquoi pas utiliser les Java Agents? Après, il se trouve que les Java Agents, ils sont peut-être moins intégrés avec toutes vos stacks, notamment sur leur version 2. Ne prend pas automatiquement les annotations Spring. Il faut explicitement faire les choses. Donc, à voir. Il y a Philippe Charrière qui nous dit que on est en compétition avec qui sera le Premier ministre, en fait, si j'ai bien compris. Bah, peut-être que ça va être nous qui allons annoncer la nouvelle. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'il est là à l'antenne déjà et vous ne le savez pas. Exactement. C'est avec un grand plaisir que j'accepte parce que... Et du coup, tu n'as pas été à l'Élysée, tu as fait un petit Google Meet. Bah non, mais j'avais le stream là avec toi. Bah, du coup, bon, bah... Par contre, voilà. je vais te nommer ministre du numérique là, parce que je me dis, tu dois... C'est tout. Je suis même pas ministre d'État, quoi. Là, je pensais qu'on était potes. Voilà, un petit truc sur... En fait, il y a quelques articles qui sont intéressants parce qu'ils mélangent
un sujet, et puis comment on le fait en Java, ce qui fait que ça vous rappelle le sujet, et puis un peu de Java. Donc là, par exemple, c'est CQRS avec les outils modernes de Java, parce que CQRS, objets immuables, etc., etc. Donc évidemment, il parle des records, des switch patterns, j'imagine, des choses comme ça. Voilà. Un autre article sur Java tout simple, c'est-à-dire pas être obligé de compiler, pouvoir exécuter sans créer un objet avec un main dedans, voilà, tous ces et plein d'autres et plein d'autres, hein. Voilà. Il y a un article, non pas un article d'ailleurs, c'est Vidéo, une ouais. vidéo de notre Pas cher encore un José streaming, Pomar. mais il y arrivera, José. Ah ouais, ouais, en tout cas, il a ce qu'il faut, la caméra, l'éclairage, tout, C'est le ça. background aussi, Ouais. l'image de fond. Donc, il y a José Pomar qui a fait un nouveau Jep Café, le numéro 23, sur les gatherers, donc qui est une évolution des streams en Ouais. Java. Et j'aime bien toujours le style de José, toujours très, très didactique et qui revient un petit peu sur les bases et puis qui introduit au fur et à mesure les gatherers. Et donc, c'est plutôt sympa et agréable à regarder. Ouais. Donc les gatherers, par exemple, c'est comment faire. Un exemple que je prends souvent, c'est genre faire des sliding windows en Java dans un stream. En fait, c'est un peu chiant à faire, hein. Alors qu'avec les gatherers, ça va être une des choses qu'on peut faire en tout cas plus facilement avec cette librairie-là. Allez, on Enfin, va passer librairie, aux cette évolution. librairies. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Micronote 4.7. Alors, il n'y avait Ouais. pas grand-chose à part. Donc, moi, j'ai surtout souligné le fait qu'il y a l'intégration de LangChain4j. Mm. Donc, c'est un nouveau module Micronote. Donc là, essentiellement, si je dis pas de bêtises, j'ai pas encore joué avec, mais c'est le fait de pouvoir configurer tous les LLM, les embedding models, etc., par configuration, notation, etc. Par contre, je pense pas qu'il y ait de choses un peu plus haut niveau, en tout cas aujourd'hui, comme ce que vous faites côté Quarkus. Ouais. C'est je sais pas, les guardrails, les choses comme ça. Ouais. Donc, à voir comment ça va évoluer. En tout cas, l'intégration est bien faite et native avec les mêmes, comment dirais-je, systèmes de configuration, etc., que les développeurs Micronaut ont l'habitude d'utiliser. Et après, sinon, voilà, il y a pas mal de petites mises à jour par-ci par-là, des différents modules, Micrometer, des mises à jour sur les modules cloud. Enfin, ouais, la plupart des modules ont été mis à jour en termes de dépendance. Et j'avais vu aussi où il y avait GraalPy, ou GraalPy, je sais pas comment on dit, qui permet d'intégrer avec le support Python de Graal, GraalPy, quoi. Donc, Ouais. si on veut mixer du Python et du Java. Tu sais comment ça marche? Tu n'as pas regardé trop en détail. J'ai pas regardé comment ça marche, mais je serais assez curieux, en fait. Moi, je suis en train de regarder, donc je m'intéresse, comme vous le savez, au LLM, à Langchain4j, vu que je suis committer, tout ça. Ah, c'est marrant, c'est Et pas ressortir. c'est pas ressorti. Enfin, ça faisait longtemps vu que j'ai raté quelques épisodes. Et le sujet enfin, si on veut faire du RAG, si on fait bien du RAG, il faut faire des bonnes évaluations de son système de Retrieval Augmented Generation. Et en fait, aujourd'hui, on est un peu à poil en Java. Et par contre, dans le monde Python, on a plein de choses comme Deep Eval. Enfin, il y a différents modules qui existent, différents projets open source qui existent pour faire ça. Et je m'étais demandé si, plutôt que de réinventer la roue en attendant qu'on écrive un tel projet open source, que peut-être on pourrait faire tourner Deep Eval qui est du Python dans le cadre de son projet Java, que ce soit Micronaut, Quarkus ou peu importe. Et du coup, je me demandais si cette intégration avec GraalPy permettait de faire ça. Et si je me souviens bien, dans les exemples tutoriels qu'ils ont publiés, alors je sais plus si c'était dans ceux qui sont linkés là, à partir des release notes, mais il y avait des exemples, par exemple, je crois, pour utiliser, alors je sais plus quel module c'est, enfin genre NumPy ou des trucs de plot pour faire des D'accord. charts et tout ça, Ouais. que les gens utilisent souvent dans les notebooks Python quand ils font des stats et autres. Donc ça peut être intéressant de faire ce pont entre la communauté Python qui peut être pas mal en avance sur certains sujets, tout ce qui est machine learning typiquement, et puis ce que nous on fait parce que
dans l'entreprise. Je pense pas que tu me contredises là-dessus, Emmanuel, mais Java, ça reste quand même the langage, même si Java est mort à peu près tous les ans. Il est quand même bien, bien mort-vivant. Hein. Donc, voilà, à Tiens, voir tiens, je vais vous comment faire tirer parti de... Ouais. une blague genrée, on va dire, mais c'est donc t'as c'est un cartoon que j'ai vu ce matin, mais là je retrouve pas le lien. Mais Ouais. donc c'est dans les toilettes des hommes, donc il y a des urinoirs. Et donc c'est présenté de dos, donc il y a une personne, il y a plein d'urinoirs et le gars il est quasi au bout et donc il fait ce qu'il a à faire. Et puis il y a quelqu'un qui rentre et qui est marqué développeur Python. Ouais. Et donc, au lieu de prendre n'importe quel urinoir, il va jusqu'au bout, il se colle juste à côté, il commence à aussi faire son truc et il dit, ouais, tu sais, frère, faudra vraiment que tu passes à Python. Hein. D'accord. C'est un peu l'attitude. Ouais, mais non. Bref, bref. Ben voilà, c'est ça. Bon, ben je m'en vais là, je vais aller me laver les mains. C'est ça. Je vais rajouter quelques mots là-dessus. Donc, on peut combiner le framework de test Spock et aussi Cucumber. Donc, il y a un article que vous pouvez voir chez Sphere qui parle justement. Donc, Cucumber, c'est cette syntaxe avec le. C'est Gaskin, hein, c'est ça le langage de Cucumber où on peut faire ces given, when, then pour faire du BDD, c'est quoi le BDD? Behavior Driven Development. Donc, on décrit vraiment de manière très textuelle le comportement de son application, etc. Et ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est qu'il mixe en fait Spock, qui est en soi un framework de test aussi, Ouais. qui est également très lisible. Alors, c'est fait en Groovy, la syntaxe de Spock. Et en fait, il montre comment en fait donc avoir on va dire la structure en Cucumber, mais aussi les données de test en Spock. Enfin, ils arrivent à tirer un peu le parti des deux frameworks en même temps. J'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais jamais pensé éventuellement à mixer les deux en même temps, quoi. Donc c'est assez original. Voilà pour Cucumber et Spock. Allez, on va parler de Spring 6.2 qui est sorti, donc pas Spring Boot, hein, mais le truc en dessous, donc Spring avec support de bin fallback pour, je me rappelle plus le détail, mais soit c'est un peu comme les alternatives dans CDI ou soit un Ah oui. fallback au sens retrial et la méthode de réexécution, j'avoue que je me rappelle plus. Des améliorations autour de le langage d'expression Spring, là, SPEL, et notamment sur le support des tests. Voilà. Il y a un support pour échapper des property placeholders des escape. Enfin, pas de. Enfin, oh là là, je suis perdu là. Vous savez, des chaînes d'échappage pour pouvoir écrire littéralement la chaîne, par exemple, arrobas, nom de ma propriété arrobas. Donc, soit elle est transformée, soit vous écrivez littéralement ça. Donc, il faut pouvoir échapper dans un des cas. Voilà. Et un truc intéressant, je crois qu'on avait peut-être déjà parlé, mais l'initialisation des bins en tâche de fond. Donc, on peut, je crois, définir quels sont les bins qui peuvent être démarrés un peu après le fait que l'application soit prête, pardon, du coup, je sais pas trop ce qui se passe si le bin en a besoin. Ça doit bloquer le temps que l'initialisation arrive. Et voilà, et plein d'autres choses, évidemment, parce que c'est un gros framework. Yeah. Alors, Tu veux que je comment... parle de bon, LLM? ouais, vas-y. Alors, donc, il y a Mario Fusco. D'ailleurs, il y a une nouvelle sur Mario Fusco qui rejoint, je crois, l'équipe Langchain4j. Ouais. Enfin, ou en tout cas, il va y contribuer fortement. Donc, qui a écrit un article sur comment créer une application Java utilisant des LLM, mais tournant 100% en Java et en utilisant donc Quarkus pour le framework, mais en utilisant le projet Jllama. Donc, Jllama, ce qui est intéressant, c'est que alors, si on regarde comment, quand on appelle les LLM, effectivement, on peut utiliser des librairies Java comme Langchain4j, mais généralement, ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire le LLM, quand il raisonne, quand il fait ses petits calculs matriciels dans son réseau de neurones, ça ne tournait pas forcément en Java. Et là, l'idée, c'est d'utiliser Jllama, qui est un moteur d'inférence qui peut faire tourner des LLM directement. Donc là, l'idée de cet article-là, c'est que
on est 100% Java, que ce soit le langage, les frameworks qu'on utilise, et également la librairie qui fait tourner le LLM. Donc, c'est vraiment du 100% Java de bout en bout et non pas du C++, du Python ou je ne sais quoi qui ferait la partie inférence. Ouais, puis surtout, Donc, c'est du 100% embarqué. Donc, ça, c'est un truc. Et Ça embarqué, peut être ouais, un donc, usage intéressant. Ouais. tout à fait. Donc, tous ceux qui s'intéressent... Alors, embarqué, on pouvait le faire avec Olama, etc. hein. Mais c'était pas en Enfin, Java, embarqué du au coup. sens un seul bundle qui Ouais. a Et installé, du coup, déployé, et hop, ça marche. ouais. Et du coup, là, ce qui est effectivement intéressant, donc oui, effectivement, ça, au-delà au niveau bundling, mais en tout cas, pourquoi, enfin, je voulais venir juste au point sur le fait de faire tourner, pourquoi faire tourner son LLM et pas appeler Gemini, ChatGPT ou autre, parce que pour des problématiques de privacy, de data qu'on veut garder chez soi, qu'on ne peut pas faire transiter sur Internet, etc. Là, on est capable de tout faire tourner en local, pourquoi pas sur sa machine, c'est une application vraiment locale, ou Ouais. dans son intranet, ou je ne sais quoi, sans jamais quitter les murs sécurisés. Donc, c'est plutôt intéressant. Et donc, c'est cool de voir que, quand je disais tout à l'heure que Java est pas forcément en avance sur tout, en particulier sur les trucs, tout ce qui est LLM, et machine learning, etc. Mais on voit qu'on peut faire tout en Java aussi. Vraiment. Et là, c'est intéressant parce que il n'y en a pas souvent comme ça des nouvelles fonctionnalités Java qu'il faut activer en disant Ouais. j'accepte de mourir sous un train.com. Et en fait, la vectorisation, pour le coup, c'est une où il y a vraiment un cas d'usage et des gens intéressés, même si on sait que l'API va bouger, évoluer, etc. Là, ça pousse fort en termes de besoins, donc c'est très intéressant de voir ça. Exactement. Allez, on va parler de Vertex, non pas Google Vertex, hein, mais le Eclipse Vertex, VERT.x 5, qui est en seconde incubation, avec le support des modules Java. Donc ça supporte JPMS, même si beaucoup de modules Vertex en tant que tels, eux, ne supportent pas encore ou n'ont pas défini la notion de module. Voilà, le support de IO Uring. Alors, dans Vertex Core, donc avant c'était un ZAR qu'il fallait rajouter à la main par-dessus. IO Uring, je crois que c'est qu'en Linux, mais c'est un truc très intéressant parce que ce qui coûte cher, c'est le passage du user space au kernel space, en fait, de passer les informations des uns des autres. Et quand on fait justement, notamment des entrées-sorties, typiquement, on a envie d'être dans les deux. Donc, il y a une solution qui est dit, on déploie le code de l'utilisateur dans le kernel, mais bon, s'il écrit ça mal, ça pète le kernel, donc ça fait tomber tout. Et le IO Uring, c'est une espèce de queue, en fait. On peut envoyer un message au kernel, et le kernel peut renvoyer un message dans le user space. Et comme c'est unidirectionnel mais qu'on peut créer deux queues, ça permet d'être beaucoup plus efficace et du coup d'avoir des performances assez proches, tout en isolant le code en tant que tel dans le user space qui est le code utilisateur. Donc ça a beaucoup d'avantages pour Netty, Vertex, Quarkus, Micronaut, enfin tous les frameworks qui à un moment font des entrées-sorties et que c'est important. Voilà, le load balancing côté client. Le modèle des callbacks qui avait été déprécié en 4 mais maintenant plus supporté, donc tout est vers les futurs. Et puis, alors les callbacks, pour ceux qui se rappellent plus, d'ailleurs je sais plus le framework JavaScript qui était à l'origine de tout ça, mais en fait les callbacks hell, c'était que en fait on avait on ouvrait l'arrobas et puis on indentait, et donc le callback à la fin, si vous limitiez à 120 caractères, vous avez vié votre callback sur 3 caractères et demi et vous passiez à la ligne tout le temps. Voilà, pas mal d'améliorations autour de gRPC aussi et plein d'autres choses. Donc, si vous êtes utilisé Vertex, allez voir, donnez-leur du feedback. Voilà, sinon, bon, des LLM encore, on parle un petit article sur Spring AI. Ouais, sur la multimodalité audio, alors donc les LLM, ça prend du texte en entrée, ça écrit du texte en sortie, mais pas que. On peut également passer d'autres choses en entrée. Donc par exemple, là, dans l'exemple de l'application, l'idée c'est de passer également de l'audio. Et alors attends, j'ai des problèmes d'écouteurs, pardon. Donc on peut passer de l'audio
Et donc avec OpenAI, par contre, là, ils ont ouvert aussi la modalité de sortie où on peut également générer de l'audio. C'est d'ailleurs ce que dans les nouveautés aussi là que Gemini 2, on en reparlera tout à l'heure, ont annoncé. Il y a aussi ça, le fait de pouvoir avoir différentes modalités en entrée et en sortie. Donc, et ça montre comment faire avec Spring AI. Ouais, attends, j'ai même un truc, tu vas voir. Et donc, n'oubliez pas les cascodeurs pour nous soutenir. Maintenant qu'on dépense beaucoup d'argent Oh, dans des caméras, vidéo, du streaming, on a besoin de monteurs, on a besoin de gens qui écrivent les liens sur les vidéos, etc. Patreon.com/ les cascodeurs pour nous sponsoriser. C'est vrai que ça a descendu au fur et à mesure du temps. Je regardais les stats un petit peu. Donc, voilà, il y a pas forcément beaucoup de trésorerie dessus, donc ça serait vraiment bien. Après, je sais que les temps sont plus compliqués pour un certain nombre de gens, donc j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui descendaient d'un niveau parce que c'était un peu tendu pour eux, et évidemment, bien sûr. totalement compréhensible, hein, on comprend, c'est ça le plus important. Voilà, en tout cas, voilà, la petite page de pub étant Merci en passée, tout Guillaume cas, ayant réparé son problème, mes écouteurs. on y retourne. En tout cas, merci encore à tous de nous supporter dans Ouais, tous les sens du dans tous terme. les sens du terme, c'est ça. Oui, alors du coup, un petit article sur Spring Boot avec, alors faut vraiment être pareil à la pointe de la pointe avec le support expérimental de HTTP 3. Et en gros, c'est Netty en fait qui vient d'activer ce support-là. Du coup, ils ont rajouté dans Spring Netty et du coup, maintenant, on peut l'utiliser dans Spring Boot. Et donc, il y a un certain nombre de configurations à faire dans Spring Boot et dans Spring Cloud Gateway. Il y a un petit peu de configuration à faire pour l'activer. Donc, l'article montre un petit peu comment on fait ça. Et côté client et côté serveur. Du coup, au moins, vous pouvez parler HTTP 3 des deux côtés. C'est pas juste pour que je sais pas, le navigateur de votre pote accède en HTTP 3, c'est peut-être même pour les appels inter-machines, je pense. Allez, on va passer à l'infrastructure avec un survol des offres d'observabilité. C'est un petit article, nos amis de Hippon qui ont fait voilà, un petit survol l'observabilité. Donc, si vous êtes en train de recherche de stack d'observabilité, donc déjà, il y a une première partie que j'ai pas lue, mais qui doit être les fondamentaux de l'observabilité. Et puis, sinon, bah, ça vous montre, déjà, ça vous donne une liste assez étendue Exhaustive. des exhaustives. Alors, exhaustive, je sais pas, mais assez étendue autour de l'observabilité. Que ce soit des cloud providers, AWS, Google, que ce soit des pure players à la Splunk, Dynatrace, etc., Datadog, etc. Et puis des solutions bon, qu'on connaît, Elastic, qui pas à la marge, mais qui n'étaient pas venues de cet univers-là. Et puis voir des solutions pure open source qui sont des alternatives intéressantes. Donc, ça vous explique vraiment toutes les catégories, les noms des players, des joueurs dans ces catégories-là. Du coup, c'est un bon point de départ pour faire une petite recherche technologique quand vous cherchez là-dedans. Après, je ne suis pas sûr que j'étais hyper nécessairement d'accord avec le cadran de Gartner, mais bon, Les je suis cadrans de pas, Gartner, ouais. pas Que toujours d'accord avec les Dynatrace, cadrans de... Datadog, New Relic, c'est ceux qui tirent leur épingle du jeu en tout cas. Ouais, ouais. Ouais, bah après, Datadog, ouais, c'est un des gros. Ouais. Je suis étonné Ouais. que Splunk soit pas dedans. Après, ils sont un peu à la bourre Splunk, ouais. technologiquement, mais c'était un gros quand Bah même. après, ça dépend. Si tu as payé Gartner, tu apparais. Si t'as pas payé Gartner, t'apparais Il y pas. a... Donc, Oui, mais là, ils sont... Ah oui, c'est une bonne question, ouais, s'ils sont dedans ou pas. Effectivement, il y a une petite chose à et savoir, quand vous payez pas, vous n'êtes pas dedans. c'est ça. Allez, Donc c'est pas parce qu'on n'est pas dans un cadran Gartner c'est ça. que on n'a pas une Moi, j'y bonne suis pas, solution. par exemple, mais c'est parce que j'ai pas payé. Et C'est- voilà, c'est Voilà. ça. Allez, on va passer Un au peu de web. web. Ouais, Ouais. Alors, on n'a c'est pas de comme vous le cloud. savez tous, c'est le sujet dans lequel on est les plus forts chez les cascodeurs. Absolument. D'ailleurs, Donc, c'est on pour a mis ça. 2 fois le même lien tellement on est fort. Ah ouais? Attends, c'est de ma. Ah oui, Non, bah, c'est ok. moi qui Ah, c'est ai toi qui l'as remis rajouté après. les choses D'accord. après, donc je les ai liés ensemble, t'inquiète. D'accord. Du coup, alors, on va essayer d'expliquer vaguement ce qu'il y a dans les nouveautés. Mais donc, il y a dans la version 19 la stabilité des API Signal. Signal, ça a l'air d'être un truc un peu à la mode dans tous les frameworks modernes.
mais je ne sais pas bien ce que c'est un signal. Il faudrait qu'on invite quelqu'un qui s'y connaît. Ah oui, et donc l'article, hein, on a mis un article enfin moi j'ai mis un article de Ninja Squad et Emmanuel a rajouté un article de Sphere là-dessus. Donc les signaux, les composants standalone par défaut, donc ça doit être le fait de pouvoir avoir un fichier qui correspond avec tous les détails associés à ce composant. Moi je Je suis crois plus que ça évite familier parce qu'en avec. fait, il y a des histoires de composants qui dépendent d'autres composants. Et j'imagine il y a peut-être des Ah non, problèmes de d'accord. version, des choses comme ça. Donc c'est un espèce de bundle. Et surtout, si justement ils sont pas en mode standalone, ça peut vous mettre D'accord. péter explicitement le build, ce qui doit éviter des problèmes en déploiement. Ouais, je croyais que c'était comme, tu sais, par exemple, dans Vue.js, où on peut avoir tout dans le même fichier, c'est-à-dire le style du composant, le code du composant, D'accord. etc. Mais non, De toi, ce tu, que tu j'ai lu, localises non, ça. mais bon, après, Ok, on va se laisser faire corriger par nos amis du corrigé par nos chat. auditeurs. Voilà. Donc, des nouvelles API, Linked Signal et ressources. Donc, pareil, encore lié au signal, mais je ne sais pas trop ce que ça fait. Et ils ont fait aussi des grosses améliorations pour ce qui est server-side rendering et HMR. Ça y est, celui-là, je ne le sais pas. Je ne connais pas cet acronyme-là. Et donc, alors, Link Signal, c'est pour lier les signaux entre eux, faire les cascades de changements suite à un événement. Ah oui, HDR, ça doit être c'est ça l'hydratation incrémentale ou pas? C'est celui-là? C'est le hot quelque chose, Ah ouais. non, Hot Module Replacement. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, oh là là. Et du coup, alors, je sais pas si on en dit beaucoup plus vu qu'on ne saura pas bien l'expliquer. Tu avais d'autres choses à rajouter, toi, de Non, ton juste côté? qu'effectivement, il y a, donc ça, c'était la sortie de, enfin, Ninja Squad, et puis il y a un autre article de Sphere qui explique à peu près les mêmes choses. Euh, et d'autres choses un petit peu, signalement des imports non utilisés, les variables athlètes qui sont dans les templates maintenant, etc. Et notamment les linked signals, c'est pour dire bah, quand j'ai tel signal de changement de choses dans mon composant et ils sont liés, du coup, il est aussi appelé, ça permet de cascader les changements plus simplement, j'imagine. Voilà. Bon, on va arrêter de s'humilier, on va passer à un autre article. Ah, on t'a perdu, Guillaume. Du coup, je vais commencer le temps qu'on te récupère. C'est là un article sur l'état du front-end, justement. Donc, une dernière compilation pas une interview, un sondage, voilà, des développeurs en termes de front. T'es revenu ou pas? Je sais pas, tu Ouais, m'entends là? ouais, Ah, cool. parfait. Donc, la dernière étude, le dernier sondage auprès de pas mal de développeurs sur l'état du front-end, ce que les gens utilisent. Donc, on retrouve React en tête côté framework, C'est un qui est état vraiment. catastrophique. On est au bord de la. Non, je déconne. Ouais. C'est pas le web. C'est autre chose. React, énormément d'utilisateurs, du coup, suivi derrière par Vue et Svelte. Ouais. Angular, on sent qu'il a pas mal perdu et il est seulement quatrième maintenant. Côté framework rendering, pas mal d'utilisateurs de Next.js, c'est assez majoritaire. Ouais, tiens, je Euh, voulais lui dire un truc parce qu'avant, il disait quelles Vas-y. sont vos positions. Donc, évidemment, Ouais, il y a le full stack développeur, ouais. 33%, front-end développeur, 30%. Donc, ça, c'est intéressant. Mm. Et il y a même un mid front-end développeur. Je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est qu'un mid front-end, Ouais, je sais pas. Ou alors c'est voilà. peut-être qu'il est entre junior et senior et non pas et que c'est pas juste Ah, peut-être, c'est pas peut-être. forcément technique au niveau des couches et des layers, mais peut-être c'est vrai que sur des gros projets, je peux imaginer aussi certains qui se focalisent pas sur la partie très visuelle ni forcément les services de back-end et peut-être qu'il y en a qui se focalisent vraiment juste sur la couche un peu Et intermédiaire, t'as je sais raison, pas. ça a l'air d'être mid-level. C'est mid-level, Genre, bon, ok. nous, on est un peu, nous, on est Ce que junior j'essaie de éternel. justifier, voilà, c'est ça. Antonio, il est mid-level parce qu'il a fait une formation CSS une fois. Et voilà. Allez, vas-y, du coup, Euh, je t'ai. donc Ah, Next.js, après Next.js. suivi derrière par Nuxt et Astro. Côté Ouais. validation, il y a pas mal d'utilisateurs de Zod. Alors je ne connaissais pas ce framework-là pour la validation côté client, etc. Pour la Ouais. gestion des dates, il y a DateFN, Date Functions, qui est en tête.
Et Moment.js, qui est un peu plus vieux en termes de librairie de gestion de date, est encore quand même bien présent. Côté management Tiens, de juste, je le d'état, montre parce que ouais. je trouvais ça intéressant dans cette. Alors, c'est un peu verbo à suivre, mais il y a leur façon de présenter est plutôt pas mal. Ils montrent des stats et surtout, c'est Ouais. entre utiliser et j'aime bien, utiliser et j'aime pas, je vais l'utiliser dans le futur, pas d'opinion, pas intéressé. Et ils montrent en fait les éléments populaires avec un entourage un peu différent. Ça permet d'avoir une vue rapide. J'ai trouvé ça intéressant Ouais, comme non, c'est approche. bien fait. Ouais, très très bien faite cette étude. Donc côté management d'état, vu qu'il y a beaucoup de développeurs React, donc React Context API est en premier, mais suivi également par d'autres options, mais toujours en React. Alors Ouais. qu'après, par exemple, ceux qui font, je sais pas moi, du Vue.js, ils vont utiliser du Pinia ou ce genre de choses, mais comme là, il y a énormément Pina colada. d'utilisateurs React. Voilà, c'est ça, c'est trop bon les Pina Colada. Mm. Côté petite librairie avec plein d'utilités, il y a la librairie Lodash qui est en tête pour faire du fetch des ressources distantes, hein, ce qu'on appelait à notre époque Ajax. Donc il y a Ouais. l'API, l'API native fetch qui est intégrée partout. Et sinon, il y a aussi la librairie Axios qui est beaucoup utilisée. Côté déploiement, il y a pas mal de développeurs qui déploient sur Vercel. Alors c'est marrant de voir une plateforme comme Vercel être en premier. Donc ce que je me demande un peu, c'est quel type de développeurs vraiment sont interviewés ici. Est-ce que, c'est-à-dire Vercel, est-ce que c'est vraiment les applications de l'entreprise qui sont déployées sur Vercel ou genre moi je suis un développeur indépendant, je déploie où? Je déploie sur Vercel, tu vois. Ah, Alors c'est une bonne question. qu'AWS, Ouais, c'est toujours le. AWS là tu te dis bon ok, ça va être effectivement je déploie mon application sur AWS. Vercel, donc, des fois il me manquerait presque un petit peu quelques qualificatifs dans quel cas Ouais. d'utilisation utiliser Attends, cette il y a des gens plateforme-là. qui ont encore leur serveur à 24%. Truc de Bah ouf. ouais, ça existe encore, hein. Mm. Ensuite, côté CI/CD, énormément de GitHub Actions et Ouais. suivi après par GitLab CI. Côté package management, il y a pas mal de bonnes alternatives, mais on voit que NPM reste toujours en tête. Pour ce qui est pour le runtime JavaScript, beaucoup de Node.js. Pour ce qui est, qu'est-ce qu'on a après le typing, donc on voit que TypeScript a vraiment conquis, on va dire, le cœur des développeurs JavaScript. Ouais. Et donc, il y a ceux qui faisaient du JavaScript, mais utilisaient JSDoc, mais on voit que TypeScript est vraiment dépassé même en utilisation finalement JavaScript. Alors, c'est peut-être aussi poussé pas mal par des frameworks type React ou autres qui insistent pas mal pour qu'on utilise du TypeScript. Les API natives du navigateur. Donc, on avait parlé de Fetch tout à l'heure. Donc, Fetch, évidemment, ça reste une des API natives les plus utilisées, suivi derrière par Storage et les WebSockets. Donc, dès qu'on va faire des choses un petit peu réactives, bidirectionnelles, ça peut paraître assez logique. Les PWA continuent leur petit bonhomme de chemin, mais sans forcément... toutes les applis web n'ont pas forcément vocation à être des PWA. Ouais. En parlant après côté UI, il y a Shadcien UI qui est en tête, suivi par Material et, alors j'ai dû écrire une petite faute de frappe là, Bootstrap, Bootstrap. qui est quand même un petit peu plus loin, le bon vieux Bootstrap. Mais Shadcien UI est pas mal, hein, j'avais regardé. Il y a vraiment une richesse de composants et donc je crois que c'est basé aussi quand même sur Tailwind, si je dis pas de bêtises, Tailwind CSS. Et donc on peut pas mal customiser, mais il y a vraiment beaucoup de composants riches que si on regarde, il y a plein de librairies. Après, c'est normal de vouloir en vivre, hein, du développement de sa librairie, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a plein de composants assez avancés qu'on aimerait des fois avoir. On est toujours obligé de payer pour pouvoir avoir ces composants riches. Shadcien UI, il y a déjà des composants super riches qui sont disponibles gratuitement. Donc je pense aussi pour ça qu'il y a pas mal de développeurs qui sont attirés par cette solution-là, en plus du fait que ça a l'air assez customisable à souhait. D'accord. Tiens, on Pour accélère un petit les, peu parce que je vois qu'on ouais, a. pour les On a tests, compris. Jest, côté outils de développement, Visual Studio Code, Ouais. JetBrains ramasse les miettes derrière. Pour le build vite, qui est très rapide, et pour améliorer la qualité de son 4 code, 5e des gens ESLint, disent que vite, c'est très rapide. c'est rapide. Et ESLint est Prettier pour les favoris pour vérifier la qualité de son code. Voilà.
Question du polémique du jour, c'est peut-on faire du code JavaScript beau, quoi. Tu vois, Beau. c'est la question. On rigole, on sait pas écrire du JavaScript. Non. Voilà, bah, c'est un autre article, je crois que tu as mis, mais des Ah, c'était fois. Ah moi non, qui l'ai c'est mis moi qui celui-là. l'ai mis. Euh, Ah, si, c'est peut-être moi, je sais plus. Ouais, Julia Evans, là, qui a écrit un article sur comment importer une librairie JavaScript. Parce qu'en fait, c'est bien gentil tout ça, mais tu veux essayer une librairie JavaScript, est-ce que ça vaut le coup de l'intégrer dans ton projet? Mais tu veux expérimenter avec. Nous, on est un peu de la vieille école, on fait un import, une balise script, et hop, c'est parti en voiture Simone, on teste le truc. Mais il y a de plus en plus de frameworks qui sont bundlés dans des modules, mais alors il y a différents types de modules JavaScript, et comment est-ce qu'on est vraiment obligé d'utiliser un bundler ou un outil de build pour pouvoir les utiliser? Et donc, Julia Evans, elle étudie un petit peu tout ça, les différents types de modules, si oui ou non on peut arriver à les importer directement dans son navigateur. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'on pouvait, dans une bonne partie des cas, encore utiliser de manière classique, faire un import d'une balise dans une balise script d'une librairie JavaScript. Mais il y a plein de cas de figure différents, quoi. ouais. Donc, mais en fait, je suis sorti de l'article en disant c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc Bah, ça, après, pourquoi? Bah, il y a des raisons, hein. Après, pourquoi ils ont fait ça? C'est que après, tu peux faire du tree shaking, tu peux faire plein de choses quand tu utilises des outils de build pour avoir des bundles finaux encore plus petits qui se chargent plus rapidement et tout. Donc, il y a des raisons valables, hein, de faire ça. Je veux dire, nous, on compile pas tout en JavaC, et je veux dire, on a même des modules des fois. Bah, c'est pareil dans l'univers JavaScript, quoi, et front, on va dire ça. allez, on va passer à notre situation favorite, les données et l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles, avec un premier qui était Toi, intéressant tu l'as mis, sur, je crois? ouais, c'est l'impact de l'intelligence artificielle en entreprise et notamment au niveau des accès aux documents. Et en fait, ça, je crois que c'est du coup Microsoft qui dit on va essayer de travailler avec nos clients là-dessus, mais fondamentalement, c'est pas la faute de personne, c'est juste systématique. C'est-à-dire qu'on a des documents qui sont restreints, mais des fois pas toujours aux bonnes personnes ou machin. Et sauf que l'intelligence artificielle qui a accès, même si on passe les bons tokens, c'est-à-dire qu'elle a accès en tant que moi. Donc, moi, il y a peut-être des documents auxquels, en théorie, j'aurais pas dû avoir accès. Il se trouve que l'intelligence artificielle va pouvoir compiler et résumer un peu tout ça Hum. pour moi. Et du coup, je vais voir des infos que j'aurais pas pu trouver par obscurité, mais qui, du coup, ressortent naturellement dans l'IA. Et du coup, si j'ai des prompts un petit peu adversariaux, en essayant de dire c'est quoi les problèmes de comptabilité dans la boîte et tout, voilà, des choses qui ressortent. Voilà, du coup, ça crée des problèmes intéressants quand on fait justement la connexion entre l'IA et en gros le système de documentation ou les systèmes de documentation d'une société. D'accord. Voilà. Ensuite, un petit article éminemment intéressant par un jeune développeur dénommé Guillaume Laforge, qui se focalise sur l'extraction de données C'est un éponyme. avec les LLM. Voilà. Et donc, comment demander gentiment à un LLM, on lui donne du texte et bon, on veut extraire des données en JSON de ce texte qu'on lui a donné en entrée au LLM. Ben, il y a la version, je demande gentiment, hey, s'il te plaît, LLM, tu peux me faire du JSON? Et voilà ce à quoi mon JSON devrait ressembler, et puis tu m'extrais les données. Ou alors, on peut utiliser le function calling, qui était, donc ça a été une des techniques, les premières techniques au-delà du prompt engineering. Et après, on a vu les LLM venir avec des modes JSON qui forcent en fait finalement la main du LLM pour toujours sortir du JSON valide sans forcément avoir du markdown autour, des choses comme ça, disant voici le JSON demandé et puis les triple quotes, etc. Donc c'était une autre approche, mais finalement c'est assez récent, hein, ces trucs-là, ça a 6 mois, tu vois. Mm. Et encore plus récent depuis cet été, je crois, c'est Gemini d'ailleurs qui avait commencé, après OpenAI a suivi, Anthropic aussi, la possibilité de définir un schéma JSON. Donc non seulement on lui dit tu me fais du JSON
mais en plus, il faut que tu suives ce format JSON-là. Donc ça, c'est un peu enfin, je vais dire le summum, en tout cas, parce qu'on est sûr qu'on aura du JSON valide, si on a bien défini son schéma. Et donc, dans l'article, évidemment, j'utilise LangChain4j pour faire ça, et j'illustre un petit peu les différentes méthodes. Et dans la dernière bannière L'Angchain4j avec... qui, normalement, j'imagine, utilise la meilleure Ouais, méthode pour le back-end que exactement, vous justement, utilisez. ouais, quand, Ouais. quand j'avais publié l'article, après, il y a Dmitro, le fondateur de LangChain4j, qui m'a dit, par contre, tu n'as pas bien souligné sur le fait que tu mets la dernière méthode à la fin, mais en fait, LangChain4j, il est malin et il sait quelle est la bonne méthode utilisée avec Ouais. le LLM en fonction de ses capacités, etc. Et effectivement, donc là, si vous voulez, regardez tout à la fin de l'article directement et prenez cette méthode-là, parce que derrière, LangChain4j, il fait ce qu'il faut pour extraire du mieux qu'il peut les informations C'est directement. ça. Voilà. Bah, Michael, en fait, il y avait une présentation Spring AI contre Langchain4j Ah oui, ouais, un soir avec à Paris, là, Julien avec et Michael Isby, ouais. Julien Dubois et Michael Esvy. Ouais. Bon, en fait, ils n'étaient pas du tout en combat, mais c'était beaucoup de l'explication de tout ça. Mais c'était assez intéressant de voir, ils faisaient la requête en ligne, ça faisait un truc, et puis sur le LLM qui était en local, ah bah tiens, c'est bizarre comment ça fait. Ah oui, en fait, il est Mm. obligé de simuler et de demander gentiment pour que ça ressorte. Mais du coup, Ouais. le LangChain s'adapte, effectivement. Yes. Et je continue encore la Ouais. publicité avec un autre article que j'ai écrit, cette fois-ci sur le fait, donc, quand on envoie des données à des LLM, ou en particulier, par exemple, quand on fait des chatbots, on ne maîtrise pas forcément toujours les informations forcément que les utilisateurs vont envoyer au travers du chatbot. Donc, il y a des API qui existent. Donc, évidemment, comme je travaille pour Google, je parle d'une API qui est disponible dans l'offre de Google Cloud, mais il y en a d'autres qui existent. Et on peut même des fois faire avec du prompt engineering et demander à un LLM Ouais. de faire ce travail-là. Mais il y a aussi donc des librairies ou des petits modèles dont le job est de faire ça, c'est-à-dire de rédacter, rédiger, non, je ne sais pas comment dire en français, de cacher, de mettre un gros coup de marqueur noir sur les infos personnelles, par exemple le nom, je sais Nous, pas, un numéro de on est passeport, révolutionnaire, on etc. dit censurer. Censurer, ouais, la censure, voilà, c'est bien la censure. Comment censurer les messages pour cacher toutes les informations de compte bancaire, de un RIB, un IBAN, coucou, Free, les numéros de passeport, etc. Donc, en entrée, on récupère en fait l'info de l'utilisateur, on fait Ouais. la censure, on envoie au LLM, le LLM répond et on peut même éventuellement faire du remplacement, c'est-à-dire, là je ne l'ai pas illustré dans l'article, mais certains frameworks ou librairies peuvent permettre de faire ça, c'est-à-dire de savoir qu'à tel endroit on avait mis un numéro, mais dans la réponse peut-être de l'utilisateur, on peut peut-être réafficher le numéro, mais en tout cas, côté de votre application, ça passe, enfin, c'est pas stocké ou on ne passe pas l'info à un LLM, à un cloud provider, etc. Donc, c'est plutôt Ouais. intéressant pour des problèmes de sécurité, de privacy, etc. Juste, ça vous fait un petit travail avec votre ami, le responsable, c'est quoi, RDP, Sécurité, responsable de la protection des ouais, données, ouais, puisque évidemment, le fournisseur de cette API devient un tiers de processing de vos données, et notamment, vous allez lui envoyer potentiellement des données identifiables pour qu'il les filtre. Du coup, voilà, ouais, petite chose à bien documenter dans vos flux de données. Voilà. tout à fait. Et Allez, un peu d'embelling. Ouais. pour continuer sur les LLM, on aime bien ça. Donc, Google vient juste d'annoncer cette semaine la sortie de Gemini 2 en version Flash. Donc, c'est même pas la version Pro. Mais cette version Flash, elle est, quand on regarde les benchmarks, elle est même meilleure. Donc 2.0 Flash est meilleur que 1.5 Pro, mais tout en étant 2 fois plus rapide. Donc, bon, là, vu que c'est encore en version expérimentale, elle n'est pas en version generally available, mais on imagine également que le prix va être encore plus intéressant. Donc là, on a vraiment un modèle qui sera super compétitif en termes de performance, c'est-à-dire top 3 de tous les modèles et avec un prix défiant, on va dire, toute concurrence. Donc, ce qui est intéressant, alors, c'est marrant parce que Google le pousse vraiment comme étant le LLM idéal pour les agents. Donc, on sent cette tendance à pousser le thème des agents un peu partout, par tout le monde. Donc, moi, je l'utilise aussi pour faire des agents. C'est vrai que ça marche bien, mais les agents, c'est quoi? C'est l'utilisation du function calling, etc.
des outils pour s'interfacer avec le monde extérieur et étendre les capacités d'un LLM. Ce qui est intéressant avec Gemini 2, du coup, là, on parlait un petit peu de multimodalité tout à l'heure dans l'article de Spring AI, mais là, c'est de la vraie multimodalité, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir entrelacer texte, images, vidéo, audio ensemble, aussi bien en entrée qu'en sortie. Donc ça, c'est assez fort et on pourra, je sais pas, par exemple, générer des images et du texte en sortie, etc. On va pouvoir faire ça en même temps. Et sur la partie audio, ils ont rajouté aussi une API spéciale de streaming. Donc, on peut parler, interrompre les réponses aussi même de Gemini qui te répond toujours en audio avec lui, super voix, super naturelle. Ça, c'est assez bluffant. Donc, ça, text to speech, speech to speech plutôt, en mode live et bidirectionnel. Et c'est aussi ce qui est utilisé dans, par exemple, Project Astra. On en avait parlé à Google I.O. déjà. Donc, c'est le fait d'avoir son téléphone et d'interagir. Tu lui dis, j'ai vu des tweetos là, qui disaient, bah, regarde, je suis où là? Et il lui montre avec son téléphone où est-ce qu'il est. Il dit, là, tu as l'air en direct, tu as l'air plutôt d'être dans la banlieue de Londres et tout. Il arrive à reconnaître en fonction de l'environnement ou ce qu'il voit écrit, etc. C'est assez bluffant. T'es dans le trou du Donc, cul du monde, là. Ouais, ça, ouais, c'est merci, ça. ça, je le savais. Donc, une petite mise à jour sur Projet Astra et je crois qu'il est disponible aussi pour certains trusted testeurs. Il y a une nouvelle expérimentation autour des assistants de programmation avec Project Jules, Jules. Donc, vous aurez un nouveau Jules dans votre vie, qui permet, c'est pareil, en fait, de discuter en live avec, donc même en audio, avec cet assistant-là et de lui montrer, par exemple, de partager l'écran. Là, je suis en train de coder dans VS Code ou IntelliJ, ou de lui montrer, tiens, t'as vu la sortie, ce que ça m'a mis, je comprends pas pourquoi la sortie est comme ça, tu peux m'aider. Et donc, on a vraiment cette fois-ci, donc on avait vu différents projets, là, Devin, etc., d'assistants où on chat, ou même que ce soit GitHub Copilot ou Gemini Code Assist, tout ça, où on chat, on discute. Mais là, ça prend vraiment un niveau encore plus multimodal, c'est-à-dire là, on partage des écrans, on partage des images, on va vraiment pouvoir discuter en live avec son père programmeur. Google a présenté Project Mariner, donc qui est une extension Chrome qui va permettre de contrôler Chrome. Donc par exemple, recherche-moi des emails de contact de toute cette liste d'entreprises et pof, il utilise Google Search pour aller chercher les sites web, naviguer dans la page web du site pour trouver les infos de contact et hop, il nous rajoute toutes ces données-là, il les mémorise. Après, il peut nous faire, je sais pas moi, une page, un spreadsheet, un Google Sheets avec toutes les données. Donc vraiment un vrai assistant qui va permettre de prendre le contrôle du tab qu'on a ouvert et on lui dit fais ça avec le site web ou cherche telle chose et il va faire ses recherches. C'est assez sympa aussi. C'est des projets Après, de donc, recherche, tout ça, c'est ça? donc C'est ça, des c'est des projets de projets, c'est recherche. des expériments. Alors l'extension Chrome, je crois qu'on peut déjà l'utiliser directement. Jules, c'est pour les Trusted Testers, Project Astra aussi. Par contre, après, il y a aussi, donc après, je mets les liens vers les autres articles, il y a Deep Research. Donc ça, on peut l'utiliser quand on utilise l'appli web Gemini, mais la version Advanced. C'est-à-dire que là, on a un assistant de recherche. On va lui dire, tiens, moi, je voudrais un rapport de recherche sur tel sujet, sur tel thème. Et Gemini va proposer en fait une liste de sujets. Tiens, je pense que c'est pertinent de parler de ça, 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 ça pour ce sujet-là. Et est-ce que vous validez ce plan de recherche? Donc, on lui dit oui ou non, ou on peut le mettre à jour soi-même avec des suggestions, nos propres idées. Et il va de lui-même après faire des recherches. Il va vous montrer. Je suis en train de chercher dans 50 sites web avec tel type de recherche, et on va pouvoir faire une synthèse en fait de tous ces documents à la fin. Donc c'est une sorte de méga agent de recherche et de synthèse. Et puis un petit peu tout ce qu'on a cité, que ce soit le speech-to-speech en live bidirectionnel, etc. Toutes ces choses-là, on va pouvoir aussi les utiliser dans Google AI Studio, qui va nous permettre de jouer avec Gemini 2 Flash expérimental. Et il y a aussi des petites starter apps avec du code qu'on peut voir sur GitHub, comment ça a été implémenté. Par exemple, pour faire regarder, trouver des bounding box dans des images, des choses comme ça. Là, je suis en train de préparer un petit article d'ailleurs là-dessus. Excuse-moi, c'est quoi les bounding box? Tu sais, quand tu analyses des images et tu veux savoir, il y a quoi comme objet dans cette image,
La bounding box, ça va te donner les coordonnées de où Ah, il ok, a trouvé d'accord. les objets. Et là, C'est moi, ce que les j'avais une modèles démo. font en disant le chat, il est là, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ok. Et alors, tu sais, il y a des modèles, par exemple, il y a les derniers modèles de Meta qui sont très doués. Ils te font vraiment le masque autour de l'objet. Là, c'est juste la bounding box, c'est-à-dire Ouais, le carré, c'est ouais. dans ce carré-là qu'on va retrouver le truc. C'est que Ah, ouais. suivant ses besoins, on peut avoir besoin de choses qui vont encore plus loin que les bounding box. Mais par Ok. exemple, pendant un moment, je faisais une démo où, pour ceux qui connaissent le jeu Skyjo ou Skijo, le jeu de cartes, Skyjo, j'y jouais ouais. beaucoup. Ouais, Skyjo, et j'y jouais beaucoup avec ma fille. Et moi, alors c'est bien parce que ça lui fait faire des additions. C'est bien pour le calcul mental, mais moi, j'avais la flemme. Et du coup, je m'étais fait une petite appli, en fait, pour photographier les cartes et qu'il me fasse le compte. À l'époque, j'utilisais Gemini 1.0. Mais c'était pas encore parfait parce que, bah, des fois, il arrivait pas bien à reconnaître le nombre, ou la carte était un peu coupée ou de travers. Et là, j'ai utilisé Gemini 2 version Flash, celle qu'on vient d'annoncer, et les résultats, enfin, ça devient bluffant parce qu'il fait presque pas de faute, quoi. C'est assez génial. Donc voilà, plein de liens pour découvrir Gemini 2. Ouais, C'est c'est de la comme ça que ma balle. fille Testez-le. a appris les nombres C'est vrai? et de voir ce qui étaient les nombres les plus grands et les plus petits. C'est qu'il y avait le grand Ouais, frère qui aimait bien Skyjo, elle voulait jouer. Et en fait, d'accord. on a vu en 15 jours, elle avait compris la comparaison. Ouais, C'était- excellent. Puis les couleurs aussi, ça aide. Ouais, évidemment, au début, mais elle allait au-delà après. Ouais. Allez, on va D'accord. parler Excellent. méthodologie avec un article intéressant. Tiens, juste avant, il y a Stéphane Philippard qui nous dit que YOLO, qui est le truc classique, ouais, YOLO 11 Ouais, est super fort pour la segmentation d'image, hein, le ouais. bounding de box dont tu parles. Mm. Allez, retour à la méthodo avec un article de GitHub qui a travaillé sur leur serveur et ils font un article pas de recherche, mais un retour d'expérience sur l'impact de la surutilisation des CPU sur la performance. C'est-à-dire quand vous êtes un peu trop près des 100% d'utilisation CPU. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'ils montrent des effets sur la perf des 30% en fait. Donc 30% d'utilisation, on commence à voir que bah, la perf C'est brute beaucoup. absolue de l'application, elle commence à se dégrader un peu. Et pour eux, c'est peut être dû à la limite thermique, donc le CPU qui commence à chauffer, du coup à se frotter un petit peu potentiellement, et du coup l'annulation du boost de fréquence qui pouvait être fait, mais qui du coup est plus fait, il est plutôt en mode de régime normal entre guillemets. Donc ça c'est intéressant et du coup ils ont essayé de chercher le ratio idéal. Je sais pas s'il y en a un idéal, mais je me rappelle plus comment ils le définissent, mais le golden ratio pour eux, bah, on essaie d'aller jusqu'à combien? Et donc, eux, ils estiment Mm. 60% d'utilisation CPU, c'est leur ratio. Je sais que moi, dans un passé lointain, on tapait du 75-80, mais c'était des machines qui faisaient un truc. Donc, c'était peut-être un usage un peu différent. Voilà. Et puis, c'était pas D'accord. les mêmes stacks de CPU et de multithreading d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayaient de faire ça en conditions réelles, mais bon, sans péter leur prod. Du coup, ils ont pas mal de clusters Kubernetes. Et du coup, ils utilisaient ça pour faire tourner les workloads. Et par contre, je crois que c'était sur des nodes séparés, mais du coup, euh, ils avaient des nodes dédiés sur lesquels ils utilisaient certains workloads pour faire fonctionner et il rajoutait de la charge donc pour faire monter le CPU. Par contre, la charge était particulièrement artificielle puisque c'était du calcul mathématique. Donc, c'est possible que ça ait un petit peu biaisé ou beaucoup biaisé leur résultat puisque c'est pas un workload classique avec de l'entrée-sortie. Là, c'est du pur fais-moi des divisions jusqu'à ce que tu vomisses. Allez, on va passer Pardon. à la. Ouais. Non, ça c'est. Je crois que c'est vomir ça ou c'est autre chose. Je sais pas. Syncope. Allez, on va passer à la sécurité avec, intéressant, une attaque de chaîne d'approvisionnement avec Java C. Et donc, pendant toutes ces années, on ne savait pas, mais il y avait une attaque de chaîne d'approvisionnement possible. Et donc, il y a XDev Software qui nous explique ça. Ça s'appuie sur les processeurs d'annotation. Et en fait, l'annotation de processeur, le processeur d'annotation, ça peut être une dépendance d'un module et il est exécuté au moment du build. Il n'est pas exécuté au Mhm. moment du runtime. C'est-à-dire qu'au moment du build, des choses peuvent s'exécuter. Et typiquement, le Java C par défaut,
ou alors Maven, Gradle, ça peut être un peu différent, mais selon les configs, ils vont aller chercher automatiquement les annotations processeurs, les découvrir avec un pattern de service loader Service loader. et les exécuter. Et donc, si la dépendance que vous utilisez au build time, elle est attaquée, et on commence à en voir beaucoup des attaques au build time, GitHub, on en a parlé la dernière fois, avec les GitHub Actions qui exécutent au niveau du build time certains morceaux de code qui vont du coup après faire des choses pas bien. Là, c'est pareil, au moment du build time, du coup, si la dépendance elle a été modifiée et attaquée, un annotation de processeur est rajouté ou modifié, ben, il va pouvoir exécuter le code qu'il veut sur votre machine dans souvent un environnement de confiance que vous dites, bah, c'est mon code, il n'y a pas de souci. Et là, bah, c'est la fête du slip. Donc, j'ai appris d'ailleurs à mon fils ce que voulait dire la fête du slip. On a essayé de trouver des exemples. D'accord. Et donc, littéralement, dès que vous démarrez l'IDE, ça y est, le code a été exécuté, en fait. Du coup, c'est très, très tôt, en fait. Hein. Quand on dit, tiens, j'ai téléchargé un GitHub repo, je le lance, et vous savez, VS Code, il dit, vous faites confiance ou pas? C'est toujours intéressant voilà. Allez, on va dire que oui, vous faites tourner votre truc dans des VM. Pas vraiment, pas vraiment. Bref, du coup, il y a donc le workaround, c'est de désactiver les processeurs. Il y a -proc $none à faire. Et puis, activer et activer explicitement les annotations processeurs que vous connaissez dans votre outil de build. Donc, typiquement, vous pouvez faire ça en Maven et je crois qu'en Gradle, c'est le fonctionnement par défaut. Et puis dans le JDK, le compilateur va noter quand un annotation processor s'exécute maintenant. Mais bon, après, c'est des lignes qu'on voit à chaque compilation, donc à voir si vous les suivez ou pas. Et puis dans Java 23+, les annotations processeurs sont de nouveau désactivées par défaut, parce qu'elles étaient désactivées, elles sont passées activées quand la fonctionnalité a dû être standard simplifiée, mainstream, et puis après maintenant, on la redésactive pour raison de sécurité. Donc peut-être des petits changements à faire au niveau de votre build en Java 23. Voilà, comme on dit. Et là, ben oui. Hein, on en est aux conférences. Il y en a plein. Il y en a plein. Bah tiens, pour le coup, je peux les afficher. Si je suis ninja, super rapide, tac, tac, tac. Hop, on les voit. Voilà, ça va du 19 décembre en Normandie. Début janvier, Elasticon, Snow Camp évidemment en janvier. Donc là, il va falloir qu'il neige parce que c'est un peu limite encore. Voilà, je vous laisse regarder Tourelle, Paris TS, de J Château, effectivement le 6-29 mars, une conférence organisée par des gens dont on parle souvent. Voilà. Devoxx France, 16-18 avril, le CFP est ouvert. Il ferme mi-janvier, mais traînez pas, c'est toujours plus sympa pour tout le monde. Yes. Mixit, évidemment, pas la même semaine, encore une fois, 2 ans d'affilée, c'est top. Et voilà, et plein d'autres jusqu'à la fin des temps. C'est très populaire, les conférences. Ça se remplit plutôt pas mal, donc allez-y. Voilà, merci beaucoup aux gens qui nous ont suivis et qui continuent, qui ont été jusqu'au bout de ce streaming. Et puis, on va voir comment on fait un petit montage vidéo, comment on extrait l'audio de tout ça et qu'on fait un truc qui, évidemment, marche aussi dans vos podcasters habituels. Merci beaucoup d'avoir suivi. Tiens, un petit retour là, si vous voulez mettre des commentaires là, les gens qui sont encore dans le chat. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? C'est une catastrophe. Bon, ne dites pas si. Voilà, non, ça nous intéresse un peu ce retour et merci à tous. Et puis, la suite sera probablement l'année prochaine pour un épisode, je pense. Et bonne fête de fin d'année alors. Bonne fête de fin d'année, bonne année. Meilleurs vœux. Bonne santé, mangez pas trop. Reposez-vous bien si vous avez la chance d'avoir un petit break de vacances. Gastro, pas trop de code. Si, plein de code. Voilà, Fanny parle de Tourentech en février, ouais. Ouais. Je vais parler, je parle de Tourentech d'ailleurs. Allez, bisous à tous et puis à la prochaine. À bientôt, ciao. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, podcastthemes.com.
Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr. Je ne vais pas arrêter. Comment on arrête de stop. streamer?